Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 82 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Pascal Feltrin. Alors j'ai rencontré Pascal sur le salon BioEco 2024 à Metz et forcément son domaine d'activité et le fait qu'elle organise son temps de travail entre deux professions m'ont tout de suite intéressée et c'est pour cela qu'elle est à mon micro aujourd'hui. Comme vous allez l'entendre, après un début de carrière dans la communication visuelle puis dans le développement territorial et le patrimoine, Pascal a suivi son intuition et sa passion pour les animaux afin de se spécialiser dans la communication animale et le travail énergétique. Avec une double activité mêlant son engagement dans le secteur public et son métier de communicatrice animale, Pascal nous raconte comment elle a construit son projet en parallèle de sa carrière, notamment grâce à un passage en couveuse d'entreprise, une phase clé pour structurer son activité et sécuriser son lancement. Nous avons abordé des questions comme comment passe-t-on d'une carrière dans la communication et l'aménagement du territoire à la communication animale? Comment développer une activité en parallèle d'un emploi salarié sans s'épuiser? Pourquoi et comment la communication animale peut-elle aider les animaux et leurs humains? Et bien d'autres questions encore, vous allez l'entendre. En tout cas, un échange inspirant et passionnant pour celles et ceux qui s'interrogent sur leur propre cheminement professionnel ou qui sont curieux de découvrir l'univers fascinant de la communication animale. Donc, installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. On est parti. Bonjour Pascal. Bonjour Catherine. Comment vas-tu? Aujourd'hui, bien, en pleine forme. On attend des futures activités, des ateliers, donc toujours sur le pont, toujours en action. Super, super. Et je crois que tu es accompagné de Musca, qui est pas trop loin de toi et qui interviendra peut-être en direct, on ne sait pas. Euh, C'est toujours la surprise avec Muscat. Alors, Pascal, moi, je t'ai connu sur le salon BioEco de Metz en mai 2024. Et je- est-ce que tu peux te présenter et présenter en fait ton parcours actuel et tes deux activités, en fait tes multiples activités, s'il te plaît? Alors mon parcours professionnel a été, très enrichissant et multiple. J'avais commencé par tout ce qui était côté scientifique avec un bac D et ça c'était bien pour les études parce que bien je me suis rendu compte quand je voulais continuer dans toute cette voie scientifique, je me suis rendu compte quand même très rapidement que c'était pas trop ma voie et je me suis réorientée vers autre chose, vers tout ce qui est créativité. Après tout ce qui est scientifique, je suis allée vers l'école des beaux-arts, Mhm. vers la création pour devenir graphiste, tout ce qui est création de logos, affiches et autres. Donc, je me suis lancée dans cette profession. Donc, j'ai fait différentes entreprises, toujours en CDD. Donc, entre l'école et la réalité du travail, c'était pas aussi joli que la carte postale qu'on nous a bien voulu vendre. Il arrive, enfin, en ce moment, bon, c'est un peu presse citron, hein, c'est toujours vite, vite, vite. Il faut créer toujours des choses extraordinaires en 5 minutes. Donc, effectivement, ça fatigue un peu. Et je voulais quelque chose de plus calme. Donc, j'ai passé une VAE. Et je me suis réorientée, après avoir travaillé en agence, en imprimerie, en sérigraphie, vers tout ce qui est opérateur de développement local. C'était quelque chose qui se développait il y a quelques années quand même, hein. Maintenant, tout le monde connaît ce que c'est qu'une Comcom, une communauté de communes, une communauté d'agglo, mais là, c'était les débuts. Donc, j'ai passé un diplôme en formation pro. Et comme ça m'intéressait énormément, j'avais aussi redemandé pour poursuivre des études, pour aller un peu plus loin, avoir un diplôme plus, on va dire, reconnu par tout ce qui est académie universitaire et autres. Donc malheureusement, j'ai pas été prise dans cette branche-là et j'avais posé au cas où une autre demande pour perpétuer tout ce qui est communication. Et là, on m'a accepté pour faire un DESS. Maintenant, ça s'appelle autrement, hein, Oui, un master. Voilà, je ne me souviens master, plus voilà. du nom. Voilà. Master 1 et Master 2. Donc, j'ai poursuivi dans cette voie en attendant de pouvoir postuler dans d'autres
dans d'autres entreprises pour avoir d'autres postes. Donc, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout de mon master, faire mon master 2 de communication. Et quelques temps après, ben, j'ai trouvé une place dans une institution régionale au service communication. Donc l'avantage dans cette grande institution, c'est qu'on peut passer d'un service à un autre, hein, même si on n'a pas les compétences, ils nous acceptent de passer d'un service à un autre, et là on se forme quand on est à l'intérieur. Donc je suis resté un certain temps en communication, et après ben, j'ai pu redévelopper ce côté développement territorial en passant dans les services d'aménagement du territoire et maintenant du patrimoine. Donc là, ça fait à peu près 10-15 ans que je suis là-bas au niveau du patrimoine. Et c'est toujours aussi passionnant. Voilà. Quand on est passionné de patrimoine, donc c'est vraiment une grande chance. Voilà, ça c'est mon côté professionnel qui m'occupe, on va dire, 80% de mon temps. Parce que pour avoir une deuxième activité, dans tout ce qui est collectivité, on ne peut pas être à 100%, on a l'obligation à minima d'être à 80%. Mon autre activité, qui est vraiment ma passion aussi, ma deuxième grande passion, ce que je vais pouvoir continuer après l'âge légal du travail officiel, bon, c'est tout ce qui est lien avec les animaux et la nature. Donc là, quand j'étais enfant, ben, de toute façon, pour moi, quand Tintin et Milou se parlaient dans les BD, hein, ils parlaient avec des mots, et c'est tout à fait, pour moi, c'était tout à fait normal et logique qu'ils échangent avec des mots. Et voilà, que ce soit Tintin, Spirou, Achille Talon, ben, Lucky Luke, enfin, les plus grands qu'on connaissait, hein, et les habituels qu'on avait à ce moment-là. Et pour moi, eh ben, je voyais qu'ils répondaient avec des mots et c'était tout à fait normal. Enfin, jusqu'au jour où mes parents m'ont dit, bon, bah, Pascal, quand t'es enfant, c'est bien, mais non, tu deviens adulte, bah, arrête, voilà, c'est sur des rêves d'enfant, la vraie réalité, c'est pas ça. Mais à côté, moi, je savais que j'avais de belles intuitions, que j'entendais certaines informations, que je ressentais beaucoup de choses. J'étais déjà en train de capter un peu les mondes et les univers. Et puis, bon, je parlais toujours de ça à mes amis. Et l'âge venant, ben, j'ai fait mes études, euh, le travail, la voiture, l'appartement, la vie professionnelle au quotidien. Mais moi, je parlais toujours que Tintin et Milou parlaient ensemble. Et bon, à un moment ou à un autre, mes amis m'ont dit, ah, pff, ouais, toi avec ton histoire, mais bon, là, j'ai vu une vidéo, là, toi qui es passionné de ça, regarde, il y a une dame qui parle avec une panthère noire, ça va t'intéresser. Donc, ils m'ont donné le lien, donc j'ai mis un certain temps, parce que là, c'était le début aussi d'Internet, ça a mis un certain temps à télécharger. Mais je voulais voir absolument cette vidéo. Et donc j'ai vu cette dame parler avec une panthère noire en Afrique, et là j'ai dit waouh, mais je savais que ça existait, c'était vraiment, voilà, c'était ma huitième merveille du monde. Et un jour, une autre amie m'a dit, mais Pascal, tu en parles toujours, tu as des dons, va falloir quand même un jour que tu décides à faire quelque chose. Donc en même temps qu'on se pose la question de bah, qu'est-ce qu'on va faire, hein, c'est de s'ouvrir sur certaines voies. Et force de chercher, eh ben, j'ai retrouvé deux personnes, des grands pontes, qui ont commencé il y a quelques années à faire de la communication animale, alors que ça n'existait pas officiellement comme maintenant, où on trouve un peu plus facilement. Donc je me suis reformé par rapport avec une dame qui m'a réouvert le champ, où j'avais bien compris qu'il fallait que je redescende mon ami le cerveau dans son activité pour pouvoir réouvrir tous ces champs qui étaient toujours présents, mais c'est comme conduire une voiture, ben, il faut s'exercer, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai repris ça il y a en 2014, hein, donc ça fait déjà pratiquement 10 ans. Alors j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai commencé avec les amis, la famille, pour voir si ça fonctionnait, parce que de toute façon, j'avais mes chats, mais pour s'exercer, bah, faut pratiquer. Hein. C'est comme je dis toujours, conduire une voiture, si on la regarde, ben, on risque pas de la conduire. Il faut prendre les choses en main et se lancer. Donc j'avais pas mal d'amis de droite et de gauche qui avaient les animaux et bon, j'y croyais plus ou moins, mais bon, ils étaient quand même un peu surpris avec les réponses, mais j'ai bien rendu compte que ça fonctionnait bien. Et comme j'étais dans une association avec des amis du côté de la Bretagne, ce sont elles qui m'ont un petit peu poussé à me lancer un peu plus, on va dire, à travers cette association, de proposer différentes choses, de proposer déjà de la communication animale, de faire un ou deux
salon pour présenter tout ça et après de faire des ateliers. Bon, l'association, malheureusement, dès que j'ai commencé à me lancer, quelques mois après, s'est arrêtée. Et quand je suis revenue un petit peu en Lorraine en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'arrête ou pas? Donc j'ai pris l'option de rentrer dans une couveuse d'entreprise pour être accompagnée, tout simplement. Et de me dire, bon, de toute façon, ça marche, c'est bien. C'est avec une couveuse, ben, ça s'arrête, ça s'arrête. Et bon, j'aurais tenté quand même l'aventure. Et donc depuis fin 2018, ben voilà, on est fin 2024 et je continue toujours cette aventure en accompagnant les personnes et surtout les animaux, hein, parce qu'on sait que quand ben, l'animal ne va pas bien, toute la famille ne va pas bien. Voilà, je poursuis cette belle aventure et je développe tout doucement ben, l'activité en commençant par ben, les animaux. Et après, je me suis dit que simplement faire une communication avec les animaux, ça ne suffisait pas. J'ai souhaité aller un peu plus loin. Et c'est pour ça que je me suis ouvert à tout ce qui était connexion avec les énergies, travail énergétique, pour aider l'animal quand il formule une difficulté et que c'est simplement pas simplement quelque chose de matériel qui le gêne dans la maison. Voilà mon parcours rapidement. Oui, oui, oui. Et en fait, là, maintenant, tu viens de m'ouvrir deux voies par rapport à des questions que je voudrais te poser. Alors, je vais garder déjà la première chose que tu as dite et après on ira vers le, comment, la communication animale. Tu as parlé de couveuse et tu es l'une des premières personnes que j'ai à mon micro qui est passée par une couveuse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le principe, s'il te plaît? Alors, la couveuse entreprise permet d'être inscrit sous le nom de la couveuse et ce qu'on appelle, ça nous permet d'installer notre entreprise. Donc, il y a une personne qui nous suit. Mhm. On n'a pas tout de suite la déclaration du numéro hein, de micro-entreprise, hein, parce que je suis en micro-entreprise. Bon, après, si on veut s'inscrire en SARL, c'est le même principe. On est suivi entre 6 mois et 2 ans ou 3 ans, selon la couveuse. Et on apprend à, comment dirais-je, bah, déjà à se présenter. Hein, ils nous obligent ce qu'ils appellent à faire des pitchs, à nous présenter pendant 1 minute 30. Donc, la première fois qu'on le fait, évidemment, c'est un très bon exercice. Et aussi, on apprend à regarder comment développer notre entreprise. On est suivi aussi bien sur la comptabilité, la communication, les voies sur lesquelles on souhaite faire. Bon là, pour moi, je parlais plus pour la micro-entreprise, pour la communication animale. Donc, c'était vraiment déjà bien expliqué à la personne parce que c'était quand même, bon, elle travaillait avec beaucoup de personnes qui étaient dans tout ce qui était énergétique. Hein. Mais là, la communication animale, c'était leur première. Et il a fallu que j'explique déjà bien ce que c'était pour qu'ils comprennent bien, pour avoir le bon conseil, hein, parce que c'est bien. Donc quelles étaient mes cibles, comment ça se passait, sous quelle forme. Donc, à force d'expliquer comment je voyais les choses et comment les gens me contactaient, donc on a mis en place quelque chose, une stratégie, et de bien se rendre compte que la communication animale, on va dire, c'est du one shot, voire deux. Donc, c'était la question de savoir comment amener que les gens viennent non seulement faire une communication animale, mais qu'est-ce que je pouvais proposer pour aller un peu plus loin. Donc, effectivement, j'avais ce côté travail énergétique, mais après, j'avais aussi ce côté atelier. Donc, du coup, ça permet d'exprimer un petit peu comment fonctionne, comment devrait fonctionner de manière générale l'activité et de ce que je pouvais proposer aussi aux personnes que j'avais au téléphone. On se rend bien vite compte que faire du phoning, c'est pas du tout possible. La communication, effectivement, une fois que l'animal va mieux, ben, la personne ben, me remercie, on passe à autre chose. Hein, du moment, l'essentiel, c'est que ça va mieux. Je peux proposer effectivement des ateliers. Et tout doucement, au début, ben, c'est faire aussi des salons pour se faire connaître. Et tout ce qui est un petit peu ben, les nouveaux réseaux et se mettre un petit peu dans ce système-là. Donc on est bien conseillé sous cette forme-là. Ils peuvent aussi nous aider. On n'est pas vraiment très professionnel dans tout ce qui est logo. Ils proposent aussi des personnes qui peuvent nous aider à faire notre premier logo, nos premiers cartes de visite. Bon, de ce côté-là, j'ai pas de souci, hein, j'étais graphiste. Donc,
Moi, j'ai bien écouté leurs conseils sur un salon. J'ai fait mes premiers flyers. On a échangé pour voir comment il y avait mes premiers ressentis. Et tous les mois, il y a une réunion qui permet de faire un point au niveau de tout ce qui est financier, comment ça avance, quelles sont mes difficultés, si j'ai des questions, si on a le moral en berne. Il faut contacter notre conseiller ou notre conseillère. Et là, bon, on a des discussions, on a une réunion pendant une heure et demie, et on prend le temps de discuter, de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Moi, je suis restée pendant 2 ans, voilà, dans cette couveuse, ce qui m'a bien permis de bien m'établir dans tout ce qui était côté entreprise, hein, micro-entreprise et déclaration, tout ça, c'était quand même pas trop mon truc à ce moment-là, parce que ce qu'on fait, le premier réflexe, ben, c'est on est tourné tout de suite vers notre activité. Mais il y a tout ce qui était déclaration, URSSAF, comptabilité. Ça, c'était. J'ai appris effectivement à faire des factures. Euh, c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est micro-entreprise, mais il faut quand même faire un tableur avec les entrées et les sorties. Donc là, ça permet d'être assez rigoureux pour aller faire une facture, réclamer la facture, comment la déclarer, regarder tout ce qui est partie euh, frais, hein, frais pour les ateliers, les frais pour les salons, comment on déclare un relevé téléphonique, enfin ce genre de petites choses que quand au début on dit oui, bon, on va faire un tableur et tout, mais comme c'est la pratique d'une SARL, il y a tout ce qui est la pratique et la TVA. Même si on ne le pratique pas après en micro-entreprise, c'est très très intéressant de pouvoir de poser les bases et d'avoir une discussion avec un comptable. Et cette dame qui m'a très très bien suivi, là, bah, je la remercie encore, hein, Christelle, et qui m'a vraiment très très bien suivi, qui m'a bien conseillé, qui m'a bien orienté, mais qui m'a posé carrément les bases de mon micro-entreprise. Et quand j'étais quitté la couveuse, bon, bah, après c'était beaucoup plus facile au niveau de tout ce qui était administratif et autres. C'est surtout cette partie-là. Bah, après, c'était cadré dans mon activité. J'avais plus qu'à penser à développer certaines choses, si ça fonctionnait, de savoir comment je pouvais jongler entre mon côté professionnel et la micro. Et voilà, c'était vraiment une belle expérience. Ça m'a vraiment bien, bien enrichi et bien posé les bases. Et tu étais chez Alexis Grand Est? Alexis Grand Est, oui. Oui. Non, en fait, quand tu dis Christelle, c'est Christelle Terrien. Voilà, On c'est fait de ça. la pub. Allez, voilà, c'est parti. Au niveau de la couveuse, en fait, comment ça se passe? Tu avais un financement de la région ou en fait, quand tu es en couveuse, il y a une partie qui est prélevée? Parce que j'entends beaucoup d'accompagnement, mais disons qu'il y a le financement aussi de cet accompagnement-là. Ça se passe comment? Alors, pour moi, j'ai pas eu d'accompagnement, hein, parce que c'était une micro-entreprise Mhm. financier, je veux dire, de la Oui, part oui, de mon employeur. J'ai juste déclaré que j'étais dans une couveuse, hein. Je suis passé dans une commission déontologique oui. Mhm. parce qu'ils demandent que ce que nous faisons ne soit pas en doublon. Par exemple, ceux qui sont photographes ne peuvent pas monter une entreprise de photographie parce que Oui. ça met en concurrence. Et on peut aller proposer nos services et dans le milieu professionnel et hors professionnel. Excusez-moi. Donc là, effectivement, il faut pas non plus que ça fasse des choses complètement hallucinantes par rapport aussi à l'image de la région où on a travaillé dans le bien-être animal. Ça n'a pas posé de problème, ça rentre pas en concurrence parce que moi je travaille dans le patrimoine. Mais il fallait que je passe quand même dans cette commission parce que je me suis mis à 80%. Donc la loi, il y a 4 ou 5 ans, si j'étais à 70%, je n'avais pas l'obligation de passer dans ce côté commission déontologique. Mais je me suis arrêtée à 80%, c'est simplement pour avoir avoir la tête libre pour payer bah, mes factures perso, le loyer, les croquettes pour mes chats. Disons que ça libère avoir un travail à côté. Et puis quand on commence, même quand on est dans une couveuse, bah, on ne se pose pas des questions. Comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour payer toutes mes factures d'électricité, d'eau? Voilà, ça libère bien la tête à ce niveau-là. On est stable et la seule chose où on doit développer dans la couveuse, bah, c'est notre activité passion et de savoir de gérer, de discuter, d'ouvrir certains champs, de tester librement, se poser la question comment je fais à la fin du mois. Hein, c'est vraiment ça libère bien 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 quand même la tête. Hein,
Même encore actuellement, hein, j'ai encore ce travail. Et par rapport à d'autres amis qui sont thérapeutes à 100% et qui sont, on va dire, célibataires et qui n'ont pas de mari pour pouvoir ou de compagne, parce que c'est dans les deux cas aussi, de se dire comment on paye le loyer, il y a les enfants derrière, c'est quand même une grande charge, une grande responsabilité. Bon, là, moi, je suis libre à ce niveau-là. Je n'ai qu'à me laisser porter par mon travail et ma passion, ce qui est quand même plus simple, même si je souhaiterais le faire à 100%. Mais bon, mon objectif est surtout d'arriver tranquillement vers une retraite et travailler et faire un complément en retraite et surtout bah, libérer ma passion à ce moment-là à 100%. Oui, oui. Et j'entends en fait que ton travail principal, alors tu dis 80%, mais en fait c'est 4 jours par semaine. Et je Oui. dirais que vendredi, samedi, dimanche, qui sont 3 autres jours, tu es souvent occupé avec ton activité complémentaire. Oui, tout à fait. Donc au début, quand on est en couveuse, ben, on veut faire plein de choses, hein, on teste des tas de choses. Alors la première année, on est beaucoup prise. J'étais beaucoup prise pratiquement tous les week-ends. Et après, on lève vite le pied parce que il y a 52 semaines, donc 52 week-ends. Donc, être prise 52 week-ends, on s'aperçoit vite qu'à un moment ou à un autre, ben, ça fatigue. Et après, ben, on a quand même une vie, il faut quand même aussi orienter sa vie personnelle, relationnelle. J'ai des amis qui sont aussi proches de Metz, mais un peu partout en France. Et quand on est 52 week-ends pris par des salons, par des ateliers, on se dit, ben mince, mon côté relationnel, faire un peu de sport, aller faire de la marche, c'est très important aussi d'être stable dans sa tête et de pouvoir avoir un temps de récupération. Donc effectivement, du lundi jusqu'au jeudi, ben, j'ai mon jour de travail. Donc dans la journée, ben, je fais pas de communication. Bah, effectivement, je peux répondre à un téléphone, un appel téléphonique pour avoir des informations. Bon, j'ai des chefs qui sont quand même assez ouverts là-dessus, qui ne me font pas de blocage. Donc, c'est de répondre à un appel téléphonique ou si je prends sur mon temps de pause. Voilà, ils savent très bien que au niveau du travail, tout est fait, c'est au carré. Il n'y a que des difficultés de ce côté-là. Ils me font confiance. Ils savent que je peux gérer simplement un appel. Voilà, c'est comme nous, on prend aussi un rendez-vous pour aller voir le médecin, ça va pas prendre 3 heures et ça se fait. Et là, ils ont une confiance à ce niveau-là très importante pour moi. Et ça me rassure aussi au niveau de ma hiérarchie. Ils ont confiance, ils savent que je mélange pas le tout. Et si j'ai besoin entre midi et deux, bah, sur ma pause de repas, ben, de temps en temps, ben, je prends le temps effectivement de répondre aux gens entre midi et deux, ce qui est un peu normal, que ce soit pas sur mon temps de travail. Je peux aussi faire tout ce qui est communication après mon travail, hein. De temps en temps, ben, ça Hein. peut faire de longues journées, hein, quand il y a des communications à faire le soir. Des fois, je m'arrête à 20 heures, voire 22 heures. Mais bon, c'est le temps de travail. Après, tout ce qui est ben, vendredi, ben là, effectivement, je prends plus de temps pour prendre des rendez-vous, pour discuter avec des personnes. Et le samedi ou le dimanche, c'est le temps des ateliers ou le temps des salons. Mmh. Voilà. Oui, donc ça fait quand même bien occupé, un petit peu plus qu'un 20% d'un temps classique en fait. Oui, c'est assez prenant. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai fait j'ai pris une grande décision depuis 2 ans, c'est de pouvoir ne faire que sur un mois. Donc voilà, en coupant, ouais, je me suis dit il y a quatre week-ends. Donc il y a 2 week-ends où je le garde pour moi, où je m'arrête. Bah, ça m'empêche pas de faire quand même des communications parce que quand il y a une urgence, c'est une urgence. Évidemment, j'ai ce temps-là de 3 jours où je peux faire une communication, mais si je suis chez des amis, que ce soit chez moi ou chez des amis, je peux faire une communication à distance. Ça ne pose pas de problème. De toute façon, j'ai l'ordinateur, j'ai la photo, je peux faire la communication animale directement par téléphone. C'est pas le lieu qui change, hein, c'est vraiment le contact avec l'animal. Et il y a des 2 week-ends où je fais un atelier ou 2 ateliers, un samedi, un dimanche et ou un samedi ou un dimanche. Et je me suis dit que je ferais un salon aussi. Ça veut dire que je ne me bloque que 2 week-ends par mois. C'est très important pour de se libérer. Bon, moi je suis célibataire, j'ai quand même mes chats. À un moment ou à un autre, ça commence un peu à râler dans les chaumières en disant, mais t'es toujours parti. Donc du coup, effectivement, j'ai un petit peu levé le pied à ce niveau-là. Ben, au début, on s'installe, on est un peu sur tous les fronts, c'est un peu normal. Mais à un moment ou à un autre, il faut savoir ben, prendre du temps pour soi, c'est important. Parce que quand on est trop fatigué. Mon travail, ben,
de tous les jours, ça coince. Donc je disais oui, il faut quand même prendre du temps. Et puis mes amis aussi, ils ont une famille, ils ont des enfants, et quand on discute ensemble, j'ai dit mais il faut quand même aussi que tu lèves le pied. C'est important, tes enfants doivent partir, tu dois partir aussi en vacances comme moi, il faut prendre un temps aussi pour soi. Et bien sûr, quand on est parti, on pense toujours un petit peu à notre activité, hein, en disant est-ce qu'on pose, est-ce qu'on ferme complètement le téléphone. C'est des questions qui se posent pour des personnes qui sont thérapeutes et qui ont un cabinet. Et finalement, le temps des vacances est important. Et bon, la communication animale n'a pas cette, comment dirais-je, pour la communication animale, quand il y a une urgence, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Il m'est déjà arrivé de répondre à des personnes samedi soir ou dimanche soir. Mes amis étaient étonnés que je décroche le téléphone, mais alors quand c'est pour un renseignement, c'est ok, mais généralement, c'est vrai que quand on m'appelle le dimanche soir, c'est plus pour une urgence. Donc évidemment, c'est l'animal qui est pas bien, on compose des questions, je sens les personnes un petit peu, quand ton animal est vraiment pas bien, on sent tous dans un stress très important, donc il est important de pouvoir établir une communication, de discuter avec les personnes, de leur demander la photo, de faire normalement le travail avec l'animal et aussi avec les maîtres, pour pouvoir leur donner une information et leur dire les ressentis, de savoir, de faire un point rapidement en fonction de ce que dit le vétérinaire et ce que donne comme information l'animal. Et de faire un point entre les deux et de pouvoir donner une réponse. Et parfois de faire le suivi le lendemain avec l'animal sur 2, 3 jours. Soit il arrive à sortir de sa difficulté et là tout le monde est content et il sort de chez le vétérinaire et tout va bien, ou si c'est un accompagnement pour pouvoir accompagner ces derniers instants, accompagner et l'animal et les maîtres. Voilà. Donc, la communication animale, il faut savoir qu'il n'y a pas de temps. Je pourrais effectivement fermer les week-ends, mais bon, j'ai pas le cœur à ça. Quand les gens ont besoin, qu'ils sont dans le stress, ils ont besoin d'une information. Alors, ça m'arrive pas tous les jours non plus, mais bon, les gens, ils sont contents d'avoir une personne au téléphone et de pouvoir me joindre. Mais si ce sont des personnes qui ont eu déjà une communication il y a 2 ou 3 ans, ils savent qu'ils peuvent m'appeler et qu'il y aura une réponse et rapidement. Voilà, dans ce cas-là. Voilà. Et oui. Et, euh, et par rapport à la communication animale et la façon de développer ton activité, donc j'entends que tu interviens avec des particuliers, mais est-ce que tu es connu auprès des vétérinaires et ils font appel à toi ou je vois par exemple, j'ai une autre question et je te laisse répondre. Euh, par rapport au dressage des animaux, est-ce qu'il y a un accompagnement que tu peux faire pour que ça se passe parce que ça peut être un petit peu douloureux pour l'animal d'être mis au pas. Je ne sais pas comment ça se passe en fait. Alors, oui, c'est la première question quand je parle de communication animale, c'est est-ce que tu parles avec, tu es en contact avec le vétérinaire? Alors, il y a des vétérinaires c'est très compliqué hein, dans des corporations comme ça. Ils ont leur savoir-faire. Mhm. Certains vétérinaires ne veulent absolument pas en entendre parler, donc ils restent vétérinaires, on va dire sous cette forme. Ils le pratiquent comme on le voit, voilà, donnent des médicaments, ça va pas, c'est une opération et médicaments, on va dire ça comme ça. Il y a certains vétérinaires qui sont ouverts, qui vont me dire, bon voilà, moi j'ai fait la communication animale avec des vétérinaires, un vétérinaire d'urgence, donc ils acceptent. Voilà, ils refusent pas, mais ils acceptent, Mhm. ils me disent oui, donc ils écoutent. Mais bon, je vais laisser faire la pratique parce que on voit bien que ça prend pas. Et il y a certains vétérinaires qui pratiquent la communication animale, mais ils ne le disent pas forcément ou ils le disent ouvertement et ils pratiquent d'autres soins. Donc, il est très difficile d'entrer dans cette coopération. C'est comme les élevages, hein, tout ce qui est chevaux. J'ai déjà tenté. Tant qu'on n'est pas du milieu, bon, on peut pas être rentré, on peut pas être, faut qu'on soit présenté. Si on est présenté par une personne qui a un grand haras et qu'on dise voilà cette personne est super, vous pouvez lui poser des questions, l'appeler, c'est ok. Mais quand on n'est pas du milieu et rentrer dans ce milieu-là, c'est très compliqué et leur expliquer que l'animal leur dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire avec lui et autrement. Ils ont un savoir-faire, c'est comme si on allait un petit peu remettre en cause leur savoir-faire. Alors, j'ai beau leur expliquer que non, c'est juste un accompagnement, que si l'animal a une difficulté en entrant en communication avec lui, on peut améliorer la manière de faire, de la manière dont lui ressent les choses,
et qu'ils arriveraient à un meilleur résultat, hein, et enfin, un meilleur échange avec avec le cheval, par exemple. Mais c'est très, très compliqué à faire passer. Pour le moment, ils ont leur manière, leur savoir-faire. Ce sont des élevages généralement qui sont là quand ils font tout ce qui est niveau course, parce que ça fait des décennies et des générations qui le font. Donc venir moi leur dire non, ça va pas parce que votre cheval il est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais autrement, c'est remettre Oui. un peu en cause leur savoir-faire, leur manière de faire, et bon, c'est très très délicat à exprimer. Alors, il y a des personnes qui ont des chevaux, qui montent leur cheval comme ça, qu'ils ont dans une écurie ou qu'ils l'ont chez eux. Donc, eux, oui, avec ces personnes-là, il n'y a aucune difficulté. Parce que généralement, bah, quand ils sauvent un cheval des courses, au lieu de l'emmener à l'abattoir, ils la rachètent. C'est là où on voit toutes les difficultés de tout ce qui est dressage, chevaux de course, de compétition. Donc eux, ils ont la grande patience et tout l'amour du cheval pour pouvoir l'amener, le reposer, le remettre bien dans ses pattes et dans sa tête pour pouvoir ben, refaire un travail normal et de poser le cheval dans une vie normale, hein, soit d'être monté, certes, mais aussi passer beaucoup de temps dans le parc. Voilà. Voilà. Et alors j'ai aussi au niveau, ça m'arrive aussi encore, même cette année, j'ai eu aussi des comportementalistes pour des chiens D'accord. qui veulent aller un peu plus loin, qui découvrent ça, qui ne sont pas du tout, pareil, fermés. Alors, il y a le comportementaliste qui est complètement fermé à ça, mais il y en a d'autres qui viennent aussi réapprendre à faire un atelier. Ah, excusez. Oh là là. Un atelier de communication animale. Donc, comme ça se passe sur une journée, et donc ils viennent découvrir. Alors, au début, certains sont très tentés, mais ils y croient pas. Et Mhm. certains sont très tentés parce qu'ils y croient et qu'ils veulent vraiment se perfectionner. Donc les personnes qui viennent comme ça un petit peu tenter la chance en disant oui, on va le faire, bon, c'est une journée, qu'est-ce que je risque? Ben, elles sont très très étonnées du résultat et au fur et à mesure, hein, maintenant, quand ils sont très à l'aise dans les communications, ben, on a des super échanges. Et quand maintenant au début, ben, quand ils avaient des doutes, on avait des échanges au début pour que ça s'installe. Et puis maintenant, on a des échanges, je leur demande alors comment ça va, ça à l'aise. Alors on s'échange un peu les cas particuliers en disant ah bah tiens, moi j'ai eu un chien comme ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc on s'échange un peu nos expériences. Et là, ça devient de plus en plus intéressant d'échanger sur les cas, comment il a réussi à résoudre la difficulté, à travailler avec le chien. Et on a de très beaux échanges là-dessus. Donc c'est vraiment, c'est fantastique parce que bah, il va un peu plus loin dans le comportementaliste. Il oublie un peu ce côté-là et quand il y a une difficulté, ben, il arrive plus facilement, il a beaucoup plus de résultats, effectivement. Et c'est très important et je suis très très content pour eux. C'est vraiment une très belle chose. Oui, en fait, tu crées un petit peu ta communauté au fur et à mesure que tu inities, on va dire, des personnes à la communication animale et ça, ça Oui, te alors permet pour les personnes, d'échanger. voilà, pour les personnes qui sont ouvertes, hein, c'est comme Mhm. je Oui, oui, pose bien mon sûr. stand sur un salon, les gens qui y croient pas du tout, ils vont lire sur mon roll-up communication animale, je vais voir qu'ils vont tourner la tête et je sais tout de suite, ou de la manière dont ils lisent, je vois la tête tout de suite, si ça les intéresse ou pas, ou ils pensent du bien ou du mal de la communication, ou ils disent oui ou autre chose. Les personnes viennent voir parce qu'ils sont intéressés. Voilà, tout simplement. Et moi, je les laisse venir à moi parce que c'est très compliqué d'aller vers eux en disant, mais est-ce que ça vous intéresse? Mhm. J'ai tenté une fois ou deux, je préfère que les personnes viennent vers moi, ça évite ben, un retour froid ou poli ou mal poli de la personne, parce qu'il y a des personnes qui sont, euh, comme j'ai dit, c'est voilà, la difficulté, c'est leur expliquer que je suis pas là pour remettre en cause leur savoir-faire, et c'est très compliqué d'arriver comme ça en disant bonjour, ben voilà, je peux vous aider. Ils peuvent très mal le prendre, hein, même si c'est toujours voilà, bienveillant de ma part, mais c'est peut être très compliqué, hein. C'est vraiment la remise en cause du savoir-faire. Donc il faut aller pas à pas. Si la personne en disant bah moi je viens voir parce que ça m'intéresse, je suis comportementaliste, j'y crois pas, mais je viens quand même voir avec vous discuter. Sur Mhm. le stand, je préfère autant. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et là, il y a un échange, une demande de la part de la personne. Donc, on peut échanger. Des fois, ils restent sur leur position. Moi, ça me va. Il a raison dans la manière de faire. Et moi, je ne peux pas aller à l'encontre parce qu'il il a son savoir-faire. De toute façon, il a sa connaissance, il a une maîtrise
il a connaissance de son animal depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans. Il est hors de question pour moi de remettre en cause cela, mais quand il vient voir pour voir un petit peu confronter les deux manières de faire, et donc à un moment, certains comprennent que je suis pas là non plus pour prendre son travail, tout simplement. C'est juste de l'accompagnement pour aller juste un tout petit peu plus loin quand il y a vraiment une grande, grande difficulté avec l'animal qui se braque complètement. Ça va plus vite, mais tout le monde ne comprend pas. Certains le comprennent et c'est très bien. Bon, ben, je respecte tout à fait leur position et je la comprends aussi, hein, que quand des personnes reviendraient peut-être remettre en cause mon savoir-faire, moi je ne serais pas forcément tout à fait d'accord ou voilà. Mais bon, ça fait partie aussi de de mon rôle de devoir amener, expliquer ce que c'est que la communication animale. On n'impose pas, c'est la personne en face qui prend la décision. On ne fait que de proposer. La personne veut tenter l'expérience, ben avec grand plaisir. Voilà, on fait ensemble un petit bout de chemin sur une communication, sur deux communications. Si la personne veut prolonger avec un atelier, moi, je leur ouvre des champs, je leur ouvre des possibilités, une compréhension sur le monde animal, parce qu'on nous a appris quand on est enfant, un chat, un chien, ça agit comme ça, il communique d'une certaine manière, donc on le connaît par cœur, hein, donc n'importe qui est animal le connaît par cœur, la manière dont le chien va aboyer ou miauler, à un moment ou à un autre aussi qu'il faut tout lâcher parce qu'il y a une difficulté, hein, on va Mhm. voir ce qui se passe. Il s'arrange pour communiquer avec nous, de manière soit avec le miaulement, des aboiements, soit avec les oreilles. On sait très bien que quand le chien relève les babines et qu'on voit que les dents, il est un peu en colère. Voilà, on a tous des codes. Mais là, la communication animale, c'est vraiment d'aller plus loin. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. On voit notre animal d'une autre manière et on rentre dans son monde à lui, hein, tout en respectant, ça n'enlève rien à notre savoir. Et on connaît très très bien nos animaux, même mes chats. Voilà, quand un de mes chats miaule bizarrement, j'ai beau faire de la communication animale, je sais qu'il faut que je lâche tout et que j'aille voir ce qui se passe. Je communique après en disant, mais pourquoi t'as miaulé comme ça? Mais sur le coup, on lâche tout, on va voir. On dit, c'est pas normal. Enfin, c'est l'alerte. Voilà, c'est sûrement d'être bien, aussi d'être tranquille quand les gens partent en vacances, quand ils sont au travail. Ça apporte une certaine sérénité aussi et d'aller, de comprendre aussi plus loin dans la vie animale et de partager vraiment des tas de choses parce que vraiment les gens que j'ai en face de moi sont des passionnés, sont complètement amoureux, red dingues de leurs animaux et c'est toujours très très plaisant de discuter et des fois ils me disent ah mais tu crois que c'est pas trop, tout l'amour que je donne. Oh, je leur réponds à chaque fois, j'ai dit vaut mieux leur donner bien plus que pas du tout. Il y a tellement d'animaux dans des associations donc j'ai dit les tiens sont gâtés, écoute profite, hein, il y a vraiment un tel amour entre vous, un tel lien fort d'amour. Ben, écoute, profite, c'est quelque chose de tellement beau à voir. Bon, ben, écoute, tu as installé cette belle relation, ben, tu vas aller plus loin encore maintenant avec cette communication et ça sera vraiment quelque chose de fort entre vous encore plus. Voilà. Et oui. J'entends en fait que tu laisses les gens venir vers toi parce qu'en fait, il y a une sorte de d'affinité qui va se créer entre vous parce que les gens seront ouverts. Et la communication animale, c'est quand même quelque chose qui est quand même récent. Et toi, à ton niveau, par rapport à ton activité, je sais que tu fais des ateliers, donc tu fais des salons. Est-ce que tu communiques sur les réseaux? Je sais que tu as une super newsletter, si de toute manière on en parlera à la fin par rapport aux personnes qui pourront te contacter, mais tu, tu, tu communiques sur les réseaux, tu fais quoi? Alors, les réseaux, ça prend aussi beaucoup de temps. Hmm. Donc, je me suis limitée, d'où les grandes conversations avec Christelle au niveau de la couveuse là-dessus. Je me suis limitée donc à un site internet où j'ai Mhm. une page agenda. C'est déjà qu'il faut la tenir à jour, ce qui permet aussi pour les gens qui sont intéressés et qui sur les salons ont pris ma carte de visite, ils sont intéressés par d'autres ateliers que la communication animale aussi, permettre d'être autonome par rapport à ça et de pas toujours attendre quoi que ce soit. Euh, Ils peuvent faire l'acte effectivement de s'inscrire directement à la newsletter et j'ai une page Facebook. Mhm.
où je mets, évidemment, je la fais vivre comme tout le monde, avec les animaux, certaines choses, et où je mets aussi toute ma vie, on va dire, d'atelier, de stage, mes futurs salons. Une fois que je suis sur les salons, c'est des personnes, on se dit, bon, j'ai déjà vu plusieurs fois cette dame-là, j'aimerais quand même lui poser les questions, elle dit, ah, elle a un salon pas trop loin de chez moi, bah, je vais y aller, comme ça, ça m'est déjà arrivé, hein. Je vous suis depuis plusieurs temps et j'ai vu que vous étiez dans un salon près de chez moi et comme c'était gratuit, ben, je suis venue vous voir pour discuter, de savoir ce que c'était. Et c'est important aussi de pouvoir ouvrir et de montrer qu'on est disponible à des moments. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, oh là là, je vais pas lui poser des questions. Si je l'appelle, est-ce qu'elle va me faire payer quelque chose? Alors que non, quand la personne va avoir des informations, que ce soit sur un salon ou par téléphone, bah, c'est gratuit, la personne vient chercher des informations. Je ne fais pas payer la communication dès que la personne me téléphone. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça, je ne pense pas non plus que les autres personnes le font. On est là aussi pour répondre d'abord aux questions et de savoir s'il y a le courant qui passe bien, ou maintenant on dit si ça match, eh ben la personne, si on est deux personnes à faire la communication animale sur un salon, la personne va faire les deux stands, et tant mieux, et la personne va aller vers la personne vers qui bah, ça correspond mieux, que l'énergie passe. C'est le but. Le but, c'est que si la personne choisit l'autre personne, c'est qu'elle a quelque chose à faire et que l'échange doit se faire entre elles. On est là en complément, on travaille tous ensemble. Je ne suis pas en concurrence avec d'autres personnes qui font la communication, je ne le vois pas du tout de cette manière-là. Je discute avec d'autres personnes qui font la communication, comme là, le dernier salon qu'on a fait à Dieuze, on était 3 personnes à faire la communication, on a passé une super journée. On a passé notre temps à faire des échanges, si on avait des difficultés, sur des cas difficiles, et puis bon, sur les cas qui nous ont fait bien rire, parce que les animaux ont beaucoup d'humour, donc on a passé beaucoup de temps aussi à bien rire de ce qui s'est passé avec certains animaux. Voilà, c'est toujours enrichissant de discuter avec d'autres personnes, et on peut continuer à discuter, à faire des tas de choses avec d'autres personnes. C'est simplement, voilà, la personne doit trouver la personne, parce que bon, l'animal, c'est quand même très, ça touche l'affect très Mm. fort, on va dire sous cette forme. Et la personne, quand on doit toucher, c'est comme toucher aussi un peu on touche à la famille, au clan, c'est comme un enfant. Il faut que ça matche et que la relation soit forte et que quand la personne discute avec nous, on sent qu'il y a vraiment une interaction. Voilà, c'est des échanges qui doivent se faire, et si la personne se sent à l'aise et que elle sent que ce que je raconte, ben, j'ai la bouteille, que je raconte pas n'importe quoi, que les cas et les exemples que je donne, ça lui parle, eh ben, la personne va faire le choix de venir me voir, et on fera la communication pour son animal. D'accord. Et, euh, et là, tu vois, par rapport à ce que tu disais en... Si j'ai bien compris, et c'est pour ça que j'ai besoin d'une précision de ta part. Donc là, en fait, tu accompagnes les personnes qui ont des animaux. Merci, Cathy, tu as déjà bien compris. Mais un cran après, tu as dit que tu t'ouvrais pour les personnes qui n'ont pas d'animaux. euh, tu t'es ouvert à d'autres champs, tu disais. Oui, alors il y a deux choses. Comme j'avais dit au début, j'avais fait la communication animale, et quand l'animal avait des difficultés, je m'étais dit que ça serait bien d'aller un peu plus loin. Donc je me suis reformée dans tout ce qui est travail énergétique, dans tout ce qui est mémoire du corps, mémoire des cellules, et tout ce qui est dans les vies karmiques. Parce que les animaux, c'est comme nous, on a différentes vies, et des fois ils passent dans certaines vies ben, avec leurs difficultés. Et j'ai trouvé dommage que de leur dire, bah voilà, votre animal a une vie, dans cette vie, un cheval faisait des bonds incroyables, parce que dès qu'il y avait le moindre bruit, je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus simple, faisait des bonds incroyables parce que dès chaque fois qu'il y avait un bruit, une feuille qui tombait, il avait peur, et cheval qui saute sur une route, quand il retombe, ben, en espérant qu'il tombe sur la route, en espérant qu'il tombe pas dans un fossé, et on sait très bien qu'une jambe d'un cheval, c'est très fragile. Donc, et leur dire simplement, bah voilà, votre animal a eu dans d'autres vies karmiques, est mort sur des bombardements, et c'est ce qui est envoyé par l'animal, et que c'est difficile de leur dire, bah voilà, je vais vous renvoyer vers d'autres personnes, ou je ne sais pas vers qui je peux vous renvoyer pour aider l'animal à enlever ses peurs. Donc, moi, me suis formée, et ça a ouvert effectivement d'autres champs à ce moment-là. Ça m'a effectivement permis d'aider les animaux en proposant aux personnes
de faire des travaux énergétiques sur l'animal, de les suivre quand il y a une difficulté. C'est le bon soin, c'est le bon pronostic chez les vétérinaires, c'est le bon médicament. Ça fait 5 fois qu'ils y retournent et là le vétérinaire ne sait plus comment faire parce qu'il ne comprend pas. C'est normalement l'animal devrait guérir, mais là il guérit pas. Mhm. Donc c'est là que je peux intervenir pour donner l'information et je peux accompagner avec le travail de vétérinaire, il faut toujours continuer le travail avec le vétérinaire, avec les médicaments qui sont proposés, de faire un travail énergétique. Donc c'est en complément et ça vient en plus. Donc, quand l'animal comprend qu'il y a l'explication qui est donnée de pourquoi il ne guérit pas à ses maîtres, donc là ils ont compris et je peux faire aussi accompagner un travail énergétique pour accompagner le rétablissement de l'animal. On travaille toujours ensemble. On peut faire la même chose aussi avec un ostéopathe. Voilà, c'est le même principe. Pour les personnes qui n'en ont pas ce qui m'arrive aussi sur les salons en disant, mais moi, je peux pas apprendre la communication en animal, ça m'intéresserait quand même, j'ai pas d'animaux, j'en ai plus. Là, je leur ai dit, bah, si, vous pouvez faire un atelier. J'ai 2 chats. Si vous n'avez pas des animaux, je mets les photos d'un de mes chats, vous choisissez lequel vous allez travailler et vous allez travailler avec un de mes 2 chats et ils sont devenus de grands professionnels de la communication animale. Il n'y a pas de souci, depuis ça fait 4-5 ans maintenant qu'ils font des ateliers. Si vous avez des difficultés, vous demandez soit un médecin ou un muscat, vous serez tout de suite branché, tous les champs vont s'ouvrir, ça sera facile. Donc voilà, ça c'est la partie où les personnes veulent apprendre à communiquer sans avoir d'animal ou non plus, parce qu'il il est parti et en attendant de prendre le temps avant de reprendre un autre, bah, ils se donnent la possibilité d'apprendre ça parce qu'ils ont toujours voulu le faire. Voilà. Après, comme il y a eu d'autres champs qui sont ouverts, tout ce qui est énergétique, effectivement, je fais un travail, tout ce qui est sur ouverture sur les animaux, mais ça m'a permis aussi, comme je suis une grande passionnée de nature, aussi de rentrer dans tout ce qui est les mondes invisibles, de travailler sur les difficultés des maisons, parce que quand l'animal vit avec, on va dire, des humains et sur un lieu. Donc, effectivement, à un moment ou à un autre, j'ai eu beaucoup de questions en disant, mais Pascal, c'est bien, tu aides des animaux, mais tu as aidé mon animal, mais est-ce que tu pourrais aussi m'aider moi? Donc, j'ai dit, ben, je suis pas très spécialisée dedans. Au début, j'ai commencé par une personne, et puis deux, et puis ben, je me suis rendu compte que ben, les résultats étaient présents, et donc, évidemment, je fais moins le travail avec les humains, parce que on va dire 90% de mon temps, c'est tourné vers les animaux mais je peux aider aussi et les maîtres et aussi dans les lieux, parce que ce sont des mondes invincibles, c'est également aussi tout ce qui est énergétique et ce sont aussi des mémoires. Donc voilà, je peux ici ouvrir les champs pour la partie énergétique travail et à force d'avoir aussi de bons résultats, bah, ce sont les personnes qui m'ont poussé aussi à développer et à enseigner certaines choses sur le côté énergétique, travail sur les lieux, travail sur soi-même. Et en faisant ce travail-là, et étant passionné aussi de chant, un jour que je voulais apprendre à faire des sons avec les sons, ça m'a ouvert aussi sur d'autres chants, sur d'autres mes propres vies karmiques, et ce qui m'a aussi conforté sur tout ce qui est bien, on va dire, chamanique. Voilà. D'accord. Et ce qui est aussi important. Alors, je veux pas dire que je suis chaman par rapport à dans les peuples premiers où ils apprennent à être chaman depuis le berceau jusqu'à présent. Je fais des ateliers chamaniques qui me permettent de rétablir toute cette connaissance dans d'autres vies pour pouvoir apporter toute cette connaissance pour le travail énergétique, pour l'animal, aussi pour l'humain et sur les lieux. C'est qui est vraiment très, très, très important de pouvoir avoir toute cette connexion et d'être bien aussi dans sa tête en disant effectivement, je l'ai fait dans d'autres vies. Donc, j'ai pas à poser de questions. Si j'ai besoin d'un champ, il suffit que je me positionne bien à l'intérieur de moi pour pouvoir aller chercher ça, pour apporter l'information à la personne, mais aussi que quand la personne vient en atelier, d'être tranquille parce qu'à quelque part, j'ai déjà enseigné aussi dans d'autres vies. Donc, je renoue simplement avec d'autres énergies et qui me permettent aussi d'être bien aussi dans ce qui m'est demandé aussi dans cette deuxième partie de vie qui me correspond plus, mais qui est aussi très intéressant parce qu'on apporte aussi d'autres choses aussi aux personnes qui en ont besoin, qui se posent des tas de questions sur leur propre vie. Même si je me suis trouvée en faisant ces deux parties-là de travail, d'autres personnes commencent simplement à se poser, sont au début de ce questionnement
je peux accompagner aussi bien leur animal, mais aussi bien la personne et orienter sur des tas de questions métaphysiques sur qu'est-ce qu'on est dans cette vie, pourquoi on fait ça. Je sens que je ressens des tas de choses. J'ai beaucoup d'intuition, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire? Vers quoi je peux m'orienter? Voilà, c'est aussi répondre c'est beaucoup à ces questions-là. Oui, par le biais de l'animal, en fait, tu t'es ouvert, comme tu disais, à quelque chose de plus grand qui te permet d'accompagner aussi les humains amateurs d'animaux, enfin, ou, qui ont dans leur vie des animaux ou qui en ont eu et qui ont eu cette fibre-là, de plus écouter qui ils sont vraiment et où ils vont, comme tu le dis. Oui, tout à fait, parce qu'au début, ben, c'est comme tout, hein, quand l'animal ne va pas bien, le premier réflexe, hein, c'est de soigner d'abord l'animal. Après, l'animal, au début, ben, quand on fait, on n'a pas des, je veux dire, des cas très compliqués au début. Hein, on a besoin de, c'est comme apprendre la voiture hein, à conduire. Ben, au début, on va pas tout de suite conduire sur la neige. Hein, on va d'abord à conduire sur des grandes lignes droites. On va apprendre à conduire le jour, la nuit, sous la pluie, sous la tempête. Après, on va aller dans les montagnes, la neige. On est en Lorraine, hein, donc au moins un autre, on la rencontre hein, quand même, même si on est à moins. Alors au début, bah, la communication, on va avoir des informations où l'animal va nous donner des informations, on va dire, plus matérielles, de savoir s'il est bien dans la maison, qu'est-ce qui va pas dans la maison, si les croquettes vont bien, si, s'il y a des difficultés, pourquoi le maître il est pas content parce que son maître n'est pas là du matin jusqu'au soir. Et on ouvre vite sur d'autres côtés énergétiques. Donc de pouvoir aussi poser des questions où l'animal dit, bah voilà, il y a une difficulté par rapport à mes maîtres et de pouvoir trouver d'une manière très diplomatique, leur expliquer, ben, l'animal n'est pas bien, mais parce qu'en fait, c'est vous qui n'êtes pas bien. Ça arrive que, bon, effectivement, l'animal n'est pas bien et on se rend compte ben, que le couple est en train de divorcer ou a divorcé et qu'il faut reposer les choses et recomposer les énergies tout autour et de pouvoir aussi calmer bon, le maître ou la maîtresse par rapport à l'animal en disant, ben, voilà, on s'est séparés, mais est-ce que ça va dans sa tête? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que l'autre lui manque? Donc, c'est toujours ce type de questionnement. Et aussi de pouvoir aussi de trouver des lieux parce que, ou par exemple, tout simplement, une famille a trouvé une nouvelle maison et ils voient que leur chien a changé complètement de comportement. Et donc aussi de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi le chien, bon, on se pose des questions, pourquoi le chien a changé de comportement? Mais il y a aussi des difficultés dans la maison, surtout quand une maison a 200 ans. Elle a une longue histoire, c'est comme nous. Donc on ne sait pas, quand on vient d'inviter, elle est toute belle, on l'a fait à notre main, on fait les peintures, on fait des arrangements, on refait une nouvelle cuisine. Certes, ça c'est le côté matériel, mais le côté énergétique est très présent. L'animal est le premier décodeur. Hein. Il y a une personne qui vous connaît hein, parfaitement, ce sont pas vos parents, même s'ils vous connaissent par cœur, c'est pas les enfants, mais l'animal est quand même un cran, voire deux crans au-dessus dans cette connaissance. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous connaît par cœur, c'est l'animal. Hein. Voilà. Donc, quand il voit toutes les énergies, oui, c'est quelqu'un, le référent de la famille, c'est l'animal. Quand il y a quelque chose, c'est lui qui décode le premier. Hein. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui va pas, on s'inquiète avec l'animal. Quand les gens ont fini de faire un stage de comme animal, bon, ils regardent leur animal différemment et ils le décodent aussi autrement. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour moi. Là, j'ai fait mon travail, je suis très contente. Donc, d'ouvrir les champs là-dessus, effectivement, c'est énorme de pouvoir aussi se repositionner dans sa propre vie, parce que nous sommes dans une société très compliquée, et les gens, au-delà du questionnement de leur animal, c'est aussi se repositionner dans cette vie-là. C'est pour ça que je fais aussi des ateliers, on va dire, chamaniques, pour pouvoir, les gens viennent de pouvoir se réinstaller et dans leur propre vie, et pouvoir retrouver, comment se retrouver soi-même dans notre intériorité. Parce que si on n'est pas calme à l'intérieur, on peut pas être calme non plus dans la maison ni dans notre vie professionnelle. Hein. Et ben, se trouver soi-même alors que à l'intérieur ça fait un peu balle de flipper, Mm. c'est très Oui, c'est compliqué. compliqué. Voilà, donc il faut expliquer les bases. Ayant vécu aussi ce cheminement, je peux effectivement plus facilement accompagner les personnes sur le côté, on va dire, animal, mais sur aussi dans sa propre vie pour pouvoir trouver
son propre chemin. Parce que je peux accompagner, mais je peux pas faire le travail pour la personne et je peux pas dire à la personne ce qu'il faut faire pas à pas. Je suis là simplement pour accompagner, pour ouvrir des champs. C'est le rôle du chaman, c'est passer d'un état à un autre. Donc la personne qui est complètement en train de se poser des tas de questions, de pouvoir ouvrir des champs, de pouvoir de fermer certaines choses, en disant maintenant vous parlez de ça, mais je sens que c'est pas du tout ça pour ça. Vous parlez de votre passion et de pouvoir accompagner aussi ces personnes qui veulent se lancer dans cette recherche de soi-même, ce qu'on appelle le développement de soi, où la personne se disant je sens que j'ai un appel pour faire un travail énergétique, mais je ne sais pas quoi. Donc je peux aussi accompagner sous cette forme-là. Je peux Mhm. apporter des conseils pour pouvoir pas se lancer, tout arrêter du jour au lendemain en disant ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'y vais. Ayant voilà de métiers et voilà me permettre d'expliquer comment ça fonctionne, mais aussi énergétiquement comment ça fonctionne, parce qu'il y a la théorie. Et une fois qu'on pratique depuis 10 ans, on a un certain recul et un savoir qu'on peut aussi partager. Après, à la personne de faire. Je peux toujours conseiller, mais c'est la personne qui va faire. Si je suis mes conseils, c'est bien, si je les suis pas, mais ce sera son expérience. Comme moi, j'ai essayé des tas d'expériences et on s'aperçoit vite qu'à un moment ou à un autre, faut s'arrêter parce que c'est pas la bonne. Voilà. Et donc voilà, c'est tout un accompagnement qui peut se développer à partir d'un contact avec d'un animal ou simplement poser des questions sur un atelier chamanique, d'avoir une grande panel de conseils sur toute sur on va dire sur le développement soi, sur l'animal, sur notre intériorité et de savoir comment on peut se trouver nous-mêmes, soit à travers l'animal, soit à travers de nous. Voilà. Et, je rebondis sur ce que tu viens de dire, en fait, parce que là, tu nous montres vraiment ta passion, tout ce que tu as mis en place, tout ce que, voilà, tout ce que tu vis semaine après semaine. J'ai entendu, en fait, que ton métier, on va dire, principal, celui qui permet de payer les factures, te plaît également. Et tu viens de dire, en fait, euh, que au tout début, quand tu t'es lancé, tu faisais 52 week-ends, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, tu as pris du recul, tu as réussi à trouver un équilibre. Euh, dans, dans cette colocation, collaboration entre tes deux métiers, j'allais pas dire confrontation, mais comment est-ce que tu as réussi au fur et à mesure à mettre en place les choses et est-ce que tu as rencontré vraiment des, des, des obstacles? Parfois, on tape un peu dans le mur et puis on rétablit. Comment ça s'est passé? Alors, comme je disais au début, on attend, moi j'attendais franchement le jeudi soir pour aller faire toute ma passion et développer, tout en sachant que moi, j'étais, comme j'ai dit, Christelle m'a très très bien conseillé en disant, ok, au début, on y va, mais à un moment ou à un autre, elle m'avait aussi dit, enfin quand même, il faut lever le pied, elle avait donné aussi des exemples. Mais c'est vrai qu'on est pris entre les deux feux au début, il faut quand même développer, faut avoir une présence. Il faut être un peu sur tous les fronts et faire des pubs. Rien que de faire des pubs mettre à jour le site internet, faire des pubs sur la page Facebook, on se dit bah, au début ça va, mais ça prend énormément de temps. Et c'est ce temps-là qui est à côté. C'est pas le travail de la communication on arrive toujours à l'insérer dans sa vie au quotidien. Ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps et quand je fais un salon, ça fait partie de la communication, c'est de la pub pour moi, mais ça prend la journée, ça me prend 2 jours, C'est des salons, généralement, c'est samedi et dimanche. Donc, il faut, à un moment ou à un autre, bah là, c'est simplement en faisant, on va d'abord faire déjà tous les salons. Pour ma part, j'ai fait déjà tous les salons que je voyais pour voir quels étaient les salons. Là, c'est pareil, ben, on paye un petit peu pour voir comment ça fonctionne. On fait des petits salons dans une commune. Après, on fait de très gros salons dans des foires expo pour voir quelle est l'expérience. Là, on est obligé de passer par là pour voir comment ça fonctionne. Quel est le type de public qui correspond à aussi si ça correspond le type de public par rapport à la communication. On le sait en bien-être, ça correspond au bien-être de la personne, bien-être animal. Évidemment, quand on a un salon pour le bien-être animal, ça correspond plus, mais là, on va trouver beaucoup plus aussi de personnes qui font de la communication animale. Mais Mm. pourquoi pas, comme je dis, la dernière fois, on a fait un salon bien-être, j'ai passé de très très bons moments avec
on va dire des collègues, pas mal des autres praticiens, voilà, je vais dire ça comme ça. Mais au début, voilà, on est obligé d'un peu de tout faire, un peu pour voir, effectivement, moi j'ai testé différents salons. J'ai regardé si les salons fonctionnaient, comment c'était, si c'était le premier salon, si c'était le 25e salon. C'est aussi très important de faire les choses et de trouver aussi un rythme, de proposer en fonction des salons pour pouvoir remplir les ateliers. Ça sert à rien de faire des ateliers tous les mois si je fais pas de salon pendant 3 mois. Mais ça, on l'apprend vite. Hein, si on fait un atelier tous les mois, alors qu'il n'y a pas de salon entre, on va dire, de mi-décembre jusqu'au mois de mars. Si voilà, si j'ai le dernier atelier, j'ai eu juste 8 personnes et que j'ai pas eu de demande après, de demande d'information, ça sert à rien que je fasse tout de suite un atelier au mois de janvier, au mois de février. Si j'ai pas de demande ou demande d'information derrière, ça sert à rien de refaire des ateliers. Je vais réattendre de nouveau un nouveau salon pour recommencer à relancer, à faire des contacts avec les personnes, parce que les gens vont venir me poser des questions. Je vais de nouveau vous refaire une pub par rapport à ça, et ça va faire aussi de nouveaux contacts pour pouvoir trouver de nouvelles personnes pour refaire des ateliers. Donc là, il faut trouver un rythme. Moi, j'ai trouvé un rythme là-dessus entre les ateliers et les salons. Et on sait que bon, mois de janvier, bon, il y a les vœux, il y a la galette, il y a encore, on va voir la famille. Bon, est-ce que il est nécessaire de faire des ateliers à ce moment-là, alors que les gens se déplacent en famille encore pour partager ce moment-là, encore un peu festif? Je me suis vite rendu compte que c'était pas le moment de mettre des ateliers. Mais j'ai mis des ateliers quand même au janvier et je me suis rendu compte que j'avais des difficultés. Mais là, c'est en pratiquant hein, qu'on le fait. Donc, quand la saison même si je fais un salon au mois de janvier, je vais pas faire un atelier au mois de janvier. Je sais que je vais être obligé de le reporter, je vais pas avoir suffisamment de monde. Donc là, c'est en pratiquant. J'ai testé hein, en faisant des choses, en me disant, bah, voilà, je vais faire des ateliers tous les 2 mois, ça va tourner. La communication animale, c'est pas vendre une crème. Une crème, si la personne est contente, va revenir automatiquement, il n'y a pas besoin de refaire la pub, elle était contente, elle vient vers vous, elle vous rachète une crème. La communication animale, c'est du one shot. La personne est venue une fois vers vous, elle était super contente, ça s'est super bien passé, aucun problème, mais une fois que l'animal va bien, voilà, il faut attendre que l'animal, moi, je peux distribuer des milliers de cartes, je peux faire la pub autant que je veux, mais on va me contacter que quand l'animal ne va pas bien. Donc du coup, il faut que j'attende ça. Donc les gens, je peux avoir de très très bons contacts sur le salon. Effectivement, je sais que quand il va y avoir une difficulté, la personne va garder parce qu'il y a des personnes qui m'appellent 5 ans après en disant je vous ai vu sur un salon, j'ai gardé votre carte, mon animal ne va pas bien. Alors que je leur demande quel salon, et des fois je me suis dit, waouh, ils me donne un nom du salon, j'ai dit, ça fait moins 3 4 ans, voire plus. Alors on dit, oui, il y a 5 ans sur le salon, je vous ai vu en Bretagne, on avait super bien discuté. Alors bon, après, je pense que je me souviens de l'animal 5 ans après. Alors certains, oui, parce que on fait une offre découverte, quand je vois la photo de l'animal, effectivement, je me souviens, hein, parce que j'ai une mémoire visuelle, hein, donc quand je vois la photo de l'animal, je me souviens. Parce que des Lulu ou des Benji, des Maya, des Gaïa, je communique beaucoup, donc c'est des noms comme ça, donc forcément je vais peut-être pas me souvenir, mais avec la photo je me souviens. Donc effectivement, c'est du one shot. Quand la personne a fait l'atelier, qui vient juste pas forcément apprendre professionnellement, mais juste pour pouvoir communiquer au quotidien ou quand il se déplace beaucoup. Une fois c'est fait, c'est fait. Il faut renouveler systématiquement les personnes pour pouvoir que la communication soit remplir les ateliers, faire d'autres ateliers aussi, proposer d'autres choses. Donc il faut toujours se renouveler, être présent et de montrer qu'on n'a pas disparu. Parce que je connais des personnes qui ont commencé en même temps que moi il y a 4 ans en couveuse. Bon, je beau taper leur nom sur Internet, hein, on les voit plus. Il faut tenir. Hein. C'est pour ça ce côté tranquille avec le travail à côté qui permet de se poser des tas de questions. Est-ce qu'on va finir la fin du mois? Est-ce que je vais payer le loyer? C'est quand même très important. Et on est complètement libéré pour faire sa passion. Donc j'ai fait j'ai testé hein, beaucoup de choses. C'est pour ça que maintenant, depuis la couveuse, maintenant que ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai établi certaines règles. Je tape moins dans tous les salons. Quand j'ai besoin, ben, je sais qu'il y a plein de salons qui se font maintenant dans les communes. Je pourrais faire des salons de mois de septembre. J'ai regardé tous les week-ends jusqu'à fin décembre. Je pourrais faire des salons tout le temps, tous les week-ends.
Eh bien non, je reste raisonnable, je fais ce qui m'intéresse, où ça match aussi bien avec les personnes qui proposent. Et généralement aussi, quand je fais encore, la plupart du temps maintenant, quand je fais des salons comme ça, ce sont les personnes qui aussi qui viennent me chercher en disant, bah, j'ai vu que vous faites de la communication, j'ai personne à ce niveau-là. En termes d'activité, est-ce que ça vous intéresserait? Alors je suis libre et que j'ai pas non plus atteint mon quota, je viens. Oui. Si j'ai un autre salon, forcément, je leur dis, bah, écoutez, contactez-moi l'année prochaine parce qu'effectivement, je suis jamais venu dans votre commune et ça m'intéresse. Et si effectivement, je suis déjà à 3 week-ends et que c'est le quatrième salon, ben voilà, je leur explique que j'ai peut-être déjà, bon, c'est pas forcément bien, mais je leur dis que j'ai déjà un autre salon à ce moment-là, que je suis déjà prise personnellement, je veux dire, que j'ai d'autres activités perso à ce moment-là, que malheureusement, je ne peux pas me déplacer. Voilà, j'essaie de pas trop non plus me surcharger parce que j'ai quand même besoin de temps de récupération parce que effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, j'ai testé aussi plein de choses au niveau de tout ce qui est page Facebook, mais effectivement, là, je suis dans le questionnement de savoir de réorienter cette communication hein, et de cette présence hein, sur les nouveaux médias. Maintenant que je suis installée, que je sais comment ça fonctionne, on a les salons, la page Facebook, les pubs, je vais pouvoir maintenant me réorienter plus vers tout ce qui est, on va dire, Internet, présence. Peut-être d'autres autres que Facebook, peut-être autre chose, je sais pas. Là, je suis en pleine réflexion. Je vais laisser passer la fin d'année pour pouvoir me réorienter. Donc, en sachant que j'ai un autre projet qu'il va falloir le mettre en place, trouver des sous hein, pour le payer. Hein. Quand on veut écrire un livre, c'est pas tout de tout d'écrire, il faut trouver le financement. Voilà, et après, il va falloir le présenter et le vendre. Donc, du coup, peut-être réfléchir en même temps avec ce nouveau projet, ouvrir sur d'autres champs hein, pour pouvoir le présenter tout ce travail. Dans la chose là, au bout de 4 5 ans, je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de recommandations de bouche à oreille qui fonctionnent Mhm. aussi. Même si je fais pas de salon au mois d'août parce que c'est mon mois de repos, hein, je peux faire un atelier ou deux, mais c'est mon repos complet total là-dessus, où je préfère ne pas faire de choses. Bah, les gens m'appellent parce que bah, j'ai répondu à des personnes, ils ont trouvé ça extraordinaire, ça a fonctionné. Et quand l'animal de la sœur, du parent ou du fils ou de l'ami qui a des difficultés, on donne mon numéro de téléphone. Et maintenant, au lieu d'avoir des personnes simplement de Lorraine, j'ai des personnes de toute la France qui m'appellent, de Bretagne, de Pau, de Lyon, de Luxembourg, de Belgique, qui m'appellent. Bon, la dernière fois, il y a 3 semaines ou il y a un mois, une personne de Guadeloupe hein, qui m'a appelé parce que j'ai conversé avec une personne qui était du côté de Lyon et son ami était en Guadeloupe. Ben, il a donné mon numéro de téléphone. Donc là, on se demande, mais il y a combien d'heures de décalage? C'est le matin ou l'après-midi pour vous? Et on trouve les horaires pour faire la communication par téléphone. Et c'est super intéressant. Ou, voilà, ou de Suisse. Hein, voilà, il y a pas il y a pas de distance hein, avec la communication. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille qui commencent de recommandations qui se font. Donc ça s'installe tout doucement et c'est bien. Donc c'est pour ça aussi, il faut quand même continuer à retrouver de nouvelles personnes pour montrer que donc on peut aider leur animal, mais après, ben, quand les gens sont contents, ben, on me renvoie les personnes en plus. Donc du coup, c'est vraiment là, en commençant à s'installer au bout de 4 ou 5 ans, ça commence vraiment à tourner bien aussi de ce niveau-là. Donc j'ai moins besoin de faire de pub. Bon, c'est moins régulier que si on achète une pommade ou autre chose, hein, un produit. Voilà, mais bon, ça revient tout doucement et avec un certain nombre de personnes et de clients, ça commence tout doucement à se mettre en place et à tourner. Voilà. C'est ce qui est bien aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aussi être présent sur les réseaux pour montrer qu'on est toujours en présent, parce que si on donne Oui. le numéro de téléphone sur la carte, il y a quand même le site internet, donc il faut toujours le faire vivre, toujours faire vivre la page Facebook pour montrer qu'on est là et que la personne peut quand même m'appeler et que je pratique tout le temps pour pouvoir aider les personnes. C'est Mhm. toujours très important. Voilà. Oui, oui, c'est montrer sa présence. Et puis, j'entends aussi le côté expert qui arrive aussi avec les années de pratique et bah,
Je, moi, je le vois par rapport à ta newsletter, en fait, une newsletter hyper riche par rapport à d'autres qui pourraient être light et où on voit en fait que tu vas en profondeur, voilà, tu partages plein de choses. Donc c'est super, c'est super intéressant aussi de partager ça et de faire connaître ton activité par ce biais-là. Et, euh, et donc oui, j'entends les recommandations. Et est-ce que tu vois d'autres choses? Parce que là, tu viens de partager plein de choses à quelqu'un qui voudrait se lancer sans que j'ai posé la question, donc ça, c'est génial. Et est-ce que tu vois d'autres ressources ou des formations que tu recommanderais pour ceux qui souhaitent se lancer dans des activités peut-être similaires aux tiennes? Alors c'est similaire. Alors, généralement, on me pose des questions soit pour la communication animale, hein, les stands, ça sert aussi à ça, ou alors ils sentent qu'ils ont des choses à faire, ils savent pas quoi choisir, hein, quand on fait Mhm, l'atelier chamanique et ils viennent se chercher soi-même. Alors, c'est simple, hein, donc je leur ai dit, je leur conseille d'une chose. Alors, il y a des associations qui font beaucoup de conférences et qui amènent beaucoup de personnes qui parlent avec beaucoup de thématiques. mhm, Alors, quand ils veulent faire de la communication animale, bon, je dis, ben, venez à l'atelier, on va discuter et vous allez commencer. Mais après, effectivement, la communication animale, ben, c'est la pratique. On peut faire peut-être d'autres ateliers pour pouvoir compléter certaines pratiques, certains protocoles. Mais bon, ça, après, c'est l'expérience qui va faire que, et c'est ça qui va le faire dans le temps, va faire que les choses vont se développer. Et bon, par contre, quand les autres personnes ne savent pas à quoi s'orienter, vers quelle thématique, donc moi j'ai pensé, voilà, il y a d'une part, il y a des associations qui font venir beaucoup de thérapeutes qui se permettent de faire des conférences qui vont exprimer ce que eux font, mhm. sous quelle forme, comment, bah, ils vont expliquer la même chose que moi là, mais en conférence. Et je les conseille de simplement d'en faire plusieurs, bah, de les écouter et de sentir si oui ou non ça leur parle, tout simplement à l'intérieur. Ben, on est attiré, on n'est pas attiré. Et si par exemple on est attiré de par quelque chose, ben, ils proposent tout le temps des ateliers, et ben, d'aller faire un atelier. Si ça parle tout de suite et qu'il y a les chants qui s'ouvrent comme ça avec la musique et tout, donc je plaisante. Voilà, mais c'est ça, ça match avec la personne, que c'est ce qu'ils proposent, ça les intéresse, ben, je leur propose de faire un atelier, qu'ils aillent dans les ateliers de cette personne et que c'est que comme ça c'est simplement en pratiquant. Soit on sait tout ce qu'on veut faire et on dit moi j'ai du magnétisme, je sais que je vais magnétiseur, voilà, je vais aller voir un magnétiseur. Mais quand la personne ne sait pas, et ben c'est en pratiquant qu'on va découvrir. Peut-être que la personne va commencer à faire du magnétisme et des fois je leur dis, bah, écoutez, c'est peut-être le premier pas, hein, que vous allez faire en ouvrant comme moi j'ai fait au début, la communication animale, j'ai ouvert sur d'autres champs par la suite. Alors que moi, Mhm. j'étais fixée animaux, hein, je voulais rien faire d'autre. Et moi, après, les champs s'ouvrent. C'est en pratiquant que les champs s'ouvrent, hein. Donc, au début, bah, ils vont peut-être faire de magnétiseur, ou ils vont faire bah, du massage, ou faire du shiatsu. Et peut-être qu'en faisant bah, ça, ils vont dire, bah, effectivement, en pratiquant, ça m'intéresse. Mais à un moment ou à un autre, ils vont faire d'autres pratiques qui vont s'ouvrir sur d'autres champs. Et à partir de là, c'était peut-être la première marche pour pouvoir avancer sur leur développement, sur leur chemin, qui vont ouvrir en disant, moi, j'ai pris ça m'a fait de l'expérience, ça m'a ouvert les champs, ça m'a permis de me poser, de m'informer, de voir que j'avais cette capacité-là, et effectivement, c'était bien ça, et de changer sur d'autres choses. C'est pas parce qu'on rentre dans une catégorie, ça fonctionne pas comme tuyau d'orgue, hein, ce sont des énergies. Donc on va d'énergie en énergie, et quand on a ça trouvé à l'intérieur, il faut pratiquer. Moi, je conseille aussi de pratiquer pendant un certain temps. N'allez pas faire 25 ateliers sur des 25 thèmes différents. Si vous vous trouvez vous-même, faites quelque chose. Essayez deux, trois choses sur cette pratique-là. À un moment ou à un autre, bah, moi j'ai fait des ateliers en me disant oui, super, ça m'intéressait, c'était génial, mais ça restait vraiment, on va dire culturel. C'était pour mes expériences, j'ai appris des tas de choses, mais je sais que j'avais pas le pratiqué dedans. Mais ça m'a rempli, cette partie de curiosité et information, j'en avais besoin. Faut pas aller à l'encontre de ses passions, hein. Si on a envie d'apprendre certaines choses, on apprend, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, on sait, ok, j'ai fait ça, mais je suis allée simplement pour l'information et ça m'a permis d'apprendre des tas de choses. Je suis super contente, j'ai appris. Si on me pose une question par hasard dessus, je pourrais répondre, mais je ne vais pas en faire ma profession, je ne vais pas l'utiliser. Il faut bien faire la différence.
quelque chose sur lequel on a intérêt pour aller pratiquer. Donc là, il faut simplement pratiquer, ben, en mettant les mains dedans, en travaillant, en s'exerçant. Une fois qu'on a fini le stage, on a la famille, on a des amis, en leur disant, bon voilà, j'ai testé, j'ai appris quelque chose, je dois pratiquer. Est-ce que vous voulez être un peu les premières personnes? Est-ce que je peux tester sur vous? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, faut prévenir. Maintenant que je prends un stage, maintenant j'ai plus ces difficultés. Hein, comme j'étais bah tiens, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai besoin de volontaires. J'ai une forêt de mains qui se lève. Donc là, j'ai plus que j'ai plus que le choix pour pouvoir le faire. Donc, au début, bon, on présente, on a nos amis, nos familles. Est-ce que tu veux tester? On discute. Est-ce que tu as ressenti quelque chose ou pas? Ben, voilà, il faut quand même pratiquer, se lancer. Il faut aller pas à pas. Tout simplement, Mm. ce qu'on fait à l'intérieur, ça se monte. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui vont faire des ateliers et ils ouvrent tout de suite quelque chose derrière. Oui, il faut se lancer effectivement, mais il faut aussi pratiquer. Hein. Voilà, c'est ce qui permet aussi de. Il faut pratiquer beaucoup hein, pour pouvoir s'installer. C'est comme tout le monde, hein, quand on ne sait pas tout de suite. C'est la pratique qui va faire que se dire effectivement, j'ai bien fait de faire ça, je me lance, ou alors j'ai besoin effectivement, on s'aperçoit que bah, j'ai des amis aussi, ils ont fait ça à 100%, mais ils ont besoin quand même de pouvoir lever le pied dans leur thérapie, de prendre un travail à côté, parce que c'est trop questionnant, ils sont pas à 100% dedans, parce que des mois c'est formidable, hein, on a plus qu'il ne faut, puis il y a des mois un peu plus maigres. Donc là, voilà, on n'a pas forcément toujours un gros pécule à côté pour se lancer. Hein, alors, si on gagne au loto entre deux, ben, alors là, on se pose plus de questions. Hein, si on gagne des millions, mais c'est pas tout le monde. Voilà, il faut se trouver aussi, il faut pouvoir aussi prendre le temps de se lancer, de faire, de comprendre que effectivement en pratique, c'est l'expérience qui va faire. Ça va se développer et d'ouvrir d'autres champs en disant, bon, voilà, c'est toujours les mêmes clients qui arrivent. Oui, mais si tu viens de commencer depuis 6 mois, laisse-toi le temps hein, de faire. Il faut se laisser le temps de pratiquer, de faire ses propres expériences, de voir, de rencontrer des personnes. Et à chaque expérience, c'est de quelque chose qu'on apporte pour soi, mais aussi pour les personnes en face. C'est un échange. Hein, à chaque fois qu'on a une personne, c'est un échange. Effectivement, je prends du temps pour la personne, mais c'est aussi du temps pour moi pour pouvoir aussi apporter des choses à l'intérieur de moi qui me grandit aussi à travers tout ça. Il faut aussi le comprendre. Il faut prendre du temps et la seule chose que faire pour les personnes qui ne se trouvent pas, faites des conférences, faites des ateliers. Là, vous verrez si ça vous parle ou pas, si ça match ou pas. Si vous trouvez tout de suite la première conférence, bah, tant mieux, lancez-vous et laissez du temps pour la pratique. Et proposez, et aussi, je vois des personnes qui proposent 15 pratiques, Mm. faites-en deux ou trois. Déjà, la maîtrise de deux ou trois complète, c'est déjà beaucoup de travail. Après, vous le faites, vous suivez le conseil, c'est bien. Après, si vous voulez essayer, vous verrez bien, au moment ou un autre, vous serez quand même obligé de baisser la voilure. Mais ça, on le voit avec le temps de la pratique. Hein. On ne peut pas être partout sur tous les fronts. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc après, on n'est pas non plus un puissant sans fond. Même si on peut se régénérer, on l'apprend à le faire. Mais après, ben, on apprend aussi à se gérer énergétiquement. Hein, parce que le travail énergétique, demande quand même un temps de repos, hein, parce que le corps a besoin de faire autre chose que d'être constamment en travail énergétique. Voilà, je peux Mm. apporter quelques conseils sous cette forme. Écoute, merci beaucoup. On arrive doucement à la fin de cette interview. Euh, Si les personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Alors, j'ai un site internet Mhm. où il y a un numéro de téléphone avec l'adresse mail. J'ai la page Facebook comme Animal and Art. Donc là, on peut me connecter par Messenger. J'ai aussi le numéro de téléphone, il y a aussi l'adresse mail. Vous pouvez aussi vous m'envoyer ben, sur les salons. Venir me rencontrer en direct si vous voulez faire une offre découverte, tout simplement échanger sur une communication, ce sera en direct. Voilà, j'ai tout ça. C'est déjà beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Si vous voulez avoir d'autres informations, j'ai aussi la newsletter. Vous pouvez vous inscrire à travers la page du site internet ou m'envoyer simplement un mail en me disant, bah, voilà, je voudrais m'inscrire. C'est pour le moment, c'est les différentes choses sur lesquelles on peut me contacter. Voilà. Ben, je mettrai le lien de toute manière dans l'article qui sortira au moment de la sortie de ce podcast et voilà. Et comme ça, les gens auront directement ton lien. Et pour terminer, en fait, quelle phrase te garde motivée au quotidien?
Demain est un autre jour. C'est vrai, ouais. Donc, ce qui entend de nouvelles expériences, de nouvelles Mhm. rencontres, de nouveaux échanges, de pouvoir faire travail, de poser la petite graine dans la main de chaque personne. Donc, oui, demain est un Oui. autre jour, avec son beau lot de surprises. Voilà. Écoute, merci beaucoup Pascal, merci pour cette petite phrase, merci pour tous tes partages, voilà, tout ce que tu nous as partagé, non seulement au niveau entrepreneuriat, au niveau, gestion d'une, double carrière, et puis, bah, tout ce que tu nous as partagé au niveau communication animale. Voilà, c'était très riche. Je te remercie beaucoup et puis, ben, je te Avec grand dis, plaisir. avec, grand plaisir aussi, ben, une prochaine fois, je l'espère. Voilà. Merci. À bientôt et belle À suite à vous. bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.